C'est du papier, a priori, c'est moins risqué. Dans la biographie qu'il lui a consacrée, Jean Lacouture soutient que De Gaulle, en arrivant au pouvoir, excluait toute indépendance de l'Algérie et que ses propos à l'emporte-pièce sur l'inévitable, voire l'inéluctable indépendance algérienne signifiaient seulement que l'Algérie va basculer dans l'indépendance s'il n'arrive pas assez tôt aux affaires pour persuader les Algériens de leur intérêt à rester associés à la France. Plus catégorique encore, l'historien américain Irving Wall va même jusqu'à affirmer que De Gaulle voulait que l'Algérie reste française et que cette préoccupation a sous-tendu quasiment toutes les initiatives diplomatiques qu'il a prises de 1958 à 1962, mais que la raison principale de l'échec de ces initiatives est qu'il n'est pas parvenu à convaincre les Américains de coopérer avec lui et que c'est seulement alors qu'il a commencé à penser à une indépendance diplomatique. Montrant la Weltpolitik gaulliste comme l'articulation de trois cercles faisant de l'Algérie, 1, le cœur de leur Afrique, 2, le fondement de l'influence et du prestige de la France en Europe, et 3, le pilier de son statut de grande puissance occidentale aux côtés des États-Unis et de la Grande-Bretagne, l'historien américain soutient que sur le plan diplomatique, la victoire gaulliste aurait consisté à, je cite, « obtenir que le monde reconnaisse l'Algérie française, celle-ci permettant à la France de prendre sa place parmi les nations dirigeantes du monde, et que ce ne fut qu'après l'échec de sa politique algérienne qu'il entama une autre phase de sa politique extérieure. » À cette reconstruction intellectuelle qui trouve des arguments dans le double langage gaulliste, il est vrai, on peut opposer néanmoins certains propos plus directs et qui sonnent nettement plus vrais parce qu'ils sont recueillis non par le tout venant, auquel De Gaulle dit au fond ce qu'il souhaite entendre, mais par des proches de toute confiance. De toute confiance parce qu'il s'agit de personnalités issues de la France libre, comme Georges Boris, ou du RPF, comme Louis Ternoir. Témoin ce propos du 18 mai 1956 que rapporte Ternoir, je cite, « Nous sommes en présence d'un mouvement général dans le monde, d'une vague qui emporte tous les peuples vers l'émancipation. Il y a des cons qui ne veulent pas le comprendre, ce n'est pas la peine de leur en parler. » Qui sont ces cons? Aux yeux de De Gaulle, mystère. Mais on peut dire sans se tromper que le gros des troupes gaullistes est à l'époque constitué de partisans de l'Algérie française et que nombre des défenseurs les plus acharnés de celle-ci, et non des moindres, Michel Debré, Jacques Soustel, comptent alors parmi ses fidèles les plus zélés. Est-ce parce qu'il les considère comme tels qu'il les maintient dès cette époque dans l'ignorance de ses intentions ou parce qu'il juge pouvoir ainsi mieux les manœuvrer à sa guise quand l'occasion se présentera? Je ne sais pas, mais peut-être au fond leur a-t-il à tous les deux déjà assigné leur destin, comme l'indique cette apostrophe de mars 1953 à un Soustel, alors président du RPF, écartelé entre la fidélité à sa personne et des propositions de participation du RPF à un gouvernement d'union. Votre rôle consiste à être déchiré, à recevoir des coups des deux côtés. Ce sera votre façon de participer à la grande épreuve nationale qui nous atteint tous. Éric Roussel, son plus récent biographe, note qu'à partir de janvier 1956, date à laquelle Guy Mollet accède au pouvoir et mène une politique de force en Algérie, qui lui aliène d'ailleurs une partie de la gauche, De Gaulle ne cache plus son espoir de revenir au pouvoir et que c'est en homme d'État responsable et non plus en polémiste qu'il s'exprime sur les grands problèmes de l'heure. Le changement de registre, remarque le biographe, est encore plus sensible en matière coloniale que sur la question européenne. Il semble loin le temps, écrit-il, où De Gaulle campait sur des positions conservatrices. À présent, le mouvement d'émancipation des peuples sous tutelle lui semble inéluctable. L'avenir de l'Algérie ne lui paraît pas obligatoirement lié à celui de la métropole, et il le dit parfois assez crânement,
en privé. Assez crânement, c'est le moins que l'on puisse dire, le mot crûment serait plus juste. Il n'est d'ailleurs pas interdit de penser que son évolution, si l'on en croit Alain Peyrefitte, est due à la crainte de voir colomber les deux églises, devenir, comme il l'a dit, colomber les deux mosquées. Ajoutons que Pinault, alors ministre des Affaires étrangères de Guy Mollet, rapporte de son côté qu'en septembre 1956, De Gaulle ne lui a pas caché que dans son esprit, l'indépendance était à plus ou moins brève échéance inéluctable. J'ai eu un haut-le-corps, raconte Pinault, et je lui ai aussitôt dit « Mais mon général, dites-le, ça clarifiera la situation. C'est trop tôt, pas question que je parle tant que je n'ai pas les moyens d'action. » Les témoignages abondent donc qui permettent de penser et d'y voir assez clair dans les intentions gaulliennes concernant l'Algérie en 1958. Mais plus importante que toute autre source d'information, quand on sait l'étroitesse des liens entre le chef de la France libre et le Kremlin depuis juillet 1941, les archives soviétiques apportent une confirmation décisive de la précocité du choix gaulliste en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Le 10 octobre 1956, De Gaulle délègue son ancien directeur de cabinet et principal intermédiaire avec Moscou, Gaston Palevski, auprès de l'ambassadeur soviétique à Paris, Serge Vinogradov, pour lui tenir le propos suivant. De Gaulle est sur le point d'accéder au pouvoir. La dégradation de la situation en Algérie et les actes de terrorisme vont amener la chute de Guy Mollet. Le président Coty est pour De Gaulle. De Gaulle sera le premier qui va s'occuper du règlement du problème algérien. Dès qu'il sera au pouvoir, le général sera prêt à entamer des négociations avec les représentants des Algériens. En ce mois d'octobre 1956, à quelques jours de la Révolution hongroise et de l'expédition de Suez, le mot important est évidemment négociation. Car De Gaulle n'est pas sans savoir en effet que dans sa note du 7 janvier 1956 au président du Conseil Edgar Faure, Soustelle, juste avant son retour d'Algérie, a mis en garde contre, je cite, l'annonce d'une quelconque négociation avec le FLN qui aurait pour résultat immédiat l'effondrement de toute résistance, le passage en masse de la population musulmane du côté des vainqueurs et, de la part des Européens, le désespoir prenant les formes les plus diverses et les plus dangereuses. Et Soustelle a averti que l'option théorique entre intégration et fédéralisme se ramène à l'option pratique entre intégration et sécession. Depuis, redevenu député du Rhône et président du groupe gaulliste à l'Assemblée, Soustelle s'est transformé en missionnaire de l'Algérie française et va partout répétant « Négocier sur quoi ? Sur la souveraineté française ? C'est y avoir déjà renoncé. » Quelle est la portée du message de De Gaulle au Kremlin ? La proclamation du 1er novembre 1954 est un ultimatum à la France, puisqu'elle préconise, je cite, « la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques », ravalant ainsi Européens et Juifs dans le monde de la Dima, comme le souligne l'historien Daniel Rivet qui précise « Cette déclaration du FLN fixe comme condition préalable à toute négociation le triptyque reconnaissance au préalable de l'indépendance de la nation algérienne par le gouvernement français, négociation entre instances habilitées par le FLN et Paris, élection pour ratifier ce qui est posé d'emblée comme non négociable, l'existence d'une Algérie arabo-musulmane qui fait abstraction du caractère composite de la société coloniale. On connaît la réaction du gouvernement Mendès France à cet ultimatum du FLN et notamment la politique de fermeté du ministre de l'Intérieur, un certain François Mitterrand, qui a déclaré d'entrée de jeu « La seule négociation, c'est la guerre ».
et qui n'a d'ailleurs pas hésité à faire actionner 43 ou 47 fois la guillotine. Tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ont condamné les attentats du 1er novembre comme l'œuvre de bandits et de fanatiques, tous sauf un, le Parti communiste qui, par la plume de Léon Fex, dans l'Humanité du 3 novembre, a pris position pour une négociation avec les représentants autorisés du peuple algérien en vue de, je cite, faire droit aux légitimes revendications à la liberté en Algérie comme en Tunisie et au Maroc. À la suite des événements sanglants d'août 1955, des socialistes, regroupés dans un front républicain à l'initiative du journal France Observateur et du Grand Orient, commencent à leur tour à parler de négociations, mais en définissant un processus en 3 phases: conclusion d'un cessez-le-feu, tenue d'élections libres qui désigneront des représentants algériens, toutes populations confondues, et négociations pour déterminer le futur statut de l'Algérie, autonomie ou indépendance. Fidèle à ce programme du Front républicain, Guy Mollet, tout en se donnant les moyens, je l'ai dit, de mener une politique de force sur le terrain avec l'envoi du contingent, explore les conditions d'un cessez-le-feu par des contacts secrets avec les dirigeants de l'insurrection. Dans ce but, il missionne en mars 1956, donc, au Caire, son ministre des Affaires étrangères, Christian Pineau, pour tâter le terrain sur d'éventuelles discussions, d'éventuelles conversations avec le FLN. À la suite de cette approche, un premier rendez-vous a lieu le 12 avril 1956 dans le plus grand secret, sous la supervision directe et active de Fathi El-Dib, le responsable égyptien des affaires arabes, entre Joseph Begara, secrétaire général du Parti socialiste français, et Mohamed Kider. Mais toutes les discussions achoppent sur le préalable du cessez-le-feu qu'exige le gouvernement français, les représentants du FLN le subordonnant pour leur part à l'acceptation préalable et sans réserve de la reconnaissance par la France du droit de l'Algérie à l'indépendance et de la création d'un pouvoir algérien provisoire. Les positions des 2 parties restent donc incompatibles. Dans la préface datée de mars 1986, à un recueil regroupant ces articles du temps de la guerre d'Algérie, Jean Daniel, particulièrement bien placé à l'époque pour en connaître, car au contact avec les chefs de la rébellion, écrit « On ne voyait plus aucune solution, puisque le FLN, secrètement contacté, refusait toute discussion qui n'eût pas pour objet l'indépendance, soit qu'il n'eût pas confiance, soit qu'il fût lui-même divisé. » Du 1er au 5 septembre 1956, cependant, alors que dans le même temps se tient le fameux congrès de la Soumam, à Rome, Pierre Comines, secrétaire général adjoint de la SFIO, entre en contact avec 3 leaders du FLN, Kider, Kiouane et Yazid, et lors d'une rencontre le 22 septembre à Belgrade, si les discussions butent toujours sur les mêmes divergences concernant le droit à l'indépendance, elles semblent néanmoins plus ou moins aboutir à un préaccord sur l'expression, je cite, « reconnaissance du droit du peuple algérien à disposer de lui-même », et sur le principe, en tout cas, de nouvelles rencontres. Rendez-vous est d'ailleurs pris pour la fin octobre. Et diplomatiquement, on peut penser que le jeu reste ouvert. De Gaulle a-t-il connaissance de ces pourparlers et surtout de cette maigre avancée? L'histoire retiendra que son intervention auprès du Kremlin se situe précisément à ce moment-là. Difficile de croire au seul hasard quand on sait qu'il a avec Christian Pineau, ministre des Affaires étrangères de Guy Mollet, des liens confiants et anciens. Quoi qu'il en soit, ce 10 octobre 1956, par le simple fait qu'il s'invite dans le jeu, au nom de sa seule autorité, en dehors de tout mandat, et qu'il se démarque brutalement du gouvernement français en annonçant sa chute prochaine pour cause d'impuissance et, parallèlement, en annonçant son retour immédiat aux affaires,
son intervention a toutes les apparences d'une diplomatie parallèle, destinée à attirer l'attention sur la vanité intrinsèque de la méthode du président du Conseil, Guy Mollet. Et de fait, cette intervention gaulliste change la donne. En effet, si pour Guy Mollet, fidèle au rétablissement de la paix sur la base du fameux triptyque cessez-le-feu, élection, négociation, la négociation est un terme, pour De Gaulle, au contraire, aux yeux des chefs du FLN, légitimement fondés à le penser car ils peuvent y voir une volonté de sa part de prendre l'avantage sur Guy Mollet en le court-circuitant par une offre plus avantageuse, la négociation, pour De Gaulle, est un commencement. Et en outre, en prenant à témoin le Kremlin, parrain et protecteur des mouvements anticolonialistes et donc du FLN, il en fait d'une certaine manière le garant de son engagement. Cette dimension me paraît d'autant plus évidente que la relation d'amitié entre Gaston Palevski et Boumengel pouvait largement suffire pour faire connaître au FLN la nouvelle position gaulliste sur l'Algérie. Mais pour être audible, il fallait sans doute, dans l'esprit de l'ermite de Colombey, déborder le cadre des simples relations humaines et accrocher son char à une étoile, en l'occurrence l'étoile rouge, d'autant qu'il avait sur ce point à se faire pardonner sa déclaration du 12 octobre 1947 à Alger, à ceux des Français, musulmans ou non, qui s'égarent dans le rêve de je ne sais quelle sécession, je dis aujourd'hui devant tous, vous vous trompez et vous trompez les autres. Les gens qui excitent du dehors vos prétentions et vos colères ne sont que les serviteurs d'une puissance et d'une idéologie étrangère, dont le triomphe vous serait plus cruel qu'à personne. Cette puissance n'étant autre que l'URSS, particulièrement agressive en cette année 1947, dite l'année terrible. Prévenir secrètement le Kremlin de sa volonté de négocier avec les dirigeants de la rébellion une fois au pouvoir et le lui annoncer de but en blanc, c'est pour De Gaulle prendre date, bien sûr, mais c'est surtout se présenter dans l'habit neuf du décolonisateur en chef. Avec cette conséquence cependant que, fort désormais de cette assurance, le FLN pourra se montrer d'une intransigeance absolue devant les diverses avances gaullistes. Intransigeance qui troublera d'ailleurs, y compris les observateurs les plus favorables à la cause indépendantiste, mais qui, il faut le reconnaître, réussira pleinement au FLN puisqu'il finira par l'emporter par chaos sur tous les points qui faisaient débat. Le 8 mars 1961, renonçant au principe d'un cessez-le-feu avant toute négociation, De Gaulle en passera par la première des 4 volontés du FLN. Le 6 avril 1961, renonçant au principe d'une négociation englobant le MNA, c'est-à-dire en acceptant la représentativité du seul GPRA, De Gaulle en passera par la deuxième des 4 volontés du FLN. Et le 5 septembre 1961, adoptant la revendication du GPRA sur le Sahara, De Gaulle en passera par la troisième des 4 volontés du FLN. Ne restera plus en suspens alors que le sort des pieds noirs et des musulmans fidèles à la France. De Gaulle décidera de les néantiser. Le texte des accords d'Évian ne comportera, on le sait, aucun statut particulier pour nos nationaux et aucune clause ne concernera précisément les supplétifs. C'était la 4e des 4 volontés du FLN. Détail significatif, le 19 juillet 1957, un an plus tard, Palevski retournera voir Vinogradov pour lui dire cette fois, je cite, « L'Union soviétique doit aider De Gaulle à arriver au pouvoir ». On peut donc également voir dans cette intervention précédente du 10 octobre 1956, qui a pour objectif de présenter De Gaulle à Moscou comme le syndic de faillite de l'empire colonial français, la première étape de sa marche au pouvoir. Une première étape visant à indiquer au Kremlin et à travers lui à sa filiale française, le PCF,
le Parti communiste français, dont il espère la neutralité, qu'il s'agit aujourd'hui, comme pour la CED hier, d'un combat commun. Au-delà de toutes les interrogations que soulève l'intervention gaulliste du 10 octobre 1956 auprès du Kremlin, et sans entrer dans ses multiples implications politiques, je me contenterai de souligner que cette intervention n'était possible que parce qu'elle s'inscrit dans une histoire qui commence pendant la guerre, en novembre 1940, avec la visite de Gaston Palevski, le même Palevski sur ordre de De Gaulle, à Ivan Maïski, l'ambassadeur soviétique à Londres. C'est par un entretien paru en décembre 1974 dans le numéro 8 de la revue Espoir et par ses mémoires d'action édités quelque temps après sa mort que Gaston Palevski a révélé l'existence d'une, je cite, « relation officieuse entre la France libre et l'URSS dès la fin de l'année 40, relation passant par lui-même et par Ivan Maïski, l'ambassadeur soviétique. » Ces deux témoignages de Palevski, publiés à 14 ans de distance, comprennent entre eux certaines contradictions, puisque le premier date l'ouverture de cette relation gaulo-soviétique de novembre 1940 et le second de décembre 1940. Autre contradiction plus importante, l'entretien donné à Espoir semble attribuer la paternité de l'idée d'établir des relations avec l'URSS à Palevski lui-même, le général de Gaulle s'étant alors contenté de donner son accord, tandis que les mémoires de Palevski attribuent sans équivoque possible la responsabilité de cette idée au chef de la France libre qui a, je cite, recommandé à Palevski de prendre contact avec Maïski. Sur la foi de ce que ces deux versions ont en commun, on peut retenir 1. Qu'il y a bien ouverture d'une relation officieuse entre la France libre et l'URSS dès la fin de l'année 40. 2. Que cette relation est due à l'initiative de la France libre. Et 3. Qu'elle reçoit d'entrée de jeu le meilleur accueil de la part des Soviétiques, puisque Palevski écrit « Il me reçut en témoignant beaucoup d'intérêt vis-à-vis de notre mouvement. J'ai eu l'impression avec lui de parler avec un allié potentiel. » Or, c'était le moment où l'Allemagne semblait invincible. Ce n'est pas seulement le moment où l'Allemagne semble invincible, c'est aussi l'époque, je le rappelle, où l'URSS est liée à l'Allemagne par le pacte germano-soviétique, lequel, pour ce qui concerne spécifiquement le chef de la France libre, continue de se traduire en cette fin d'année 40 par les insultes du Parti communiste, traitant de Gaulle d'agent de la City et de mercenaire de l'impérialisme anglais. Mais assuré qu'il est de voir un jour, entre guillemets par la nature des choses et des périls, l'Union soviétique en opposition contre l'Allemagne, De Gaulle, passant outre ses avanies, se lance donc dans l'aventure d'un duo avec le Kremlin. Mais conscient bien sûr de ce que peut avoir de choquant sa décision de nouer une telle relation en pleine lune de miel germano-soviétique, il prend soin de la cacher à son entourage. Et semble-t-il même à son conseiller diplomatique, René Cassin, puisque ce dernier écrit dans ses mémoires qu'il connaissait Maïski depuis la Société des Nations, depuis la SDN, mais qu'il n'était pas alors question pour la France libre, je cite, d'échanger avec l'ambassade soviétique à Londres des visites moralement inadmissibles. Gaston Palevski s'est contenté de révéler l'existence de cette relation gaulo-soviétique officieuse à partir de la fin de l'année 40, sans en dire davantage. L'absence d'informations sur son contenu ne permet qu'une interprétation minimale. Il s'agit, pour le chef de la France libre, de prendre date. Justifiant le pacte franco-soviétique signé par Staline et Laval en 1935, De Gaulle écrivait en 1936 à sa mère « Nous n'avons pas les moyens de refuser le concours des Russes, quelque horreur que nous ayons pour leur régime. » En juin 1941, après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, il est toujours dans cette même disposition d'esprit. Le 24, de Damas où il se trouve, il charge par télégramme René Cassin et Maurice Dejean, directeur
des affaires politiques de la France libre, d'engager, malgré, je cite, les vices et les crimes du régime communiste, des relations officielles avec l'Union soviétique visant à l'échange de délégués militaires. Il leur demande également de mettre le Foreign Office au courant de leur démarche. Ce que font Cassin et Dejean. Pour justifier auprès des divers comités gaullistes, qui est plutôt à droite, son opération de charme envers les soviétiques, la direction de la France libre se trouve contrainte de se livrer à quelques acrobaties intellectuelles destinées à donner de l'Union soviétique un visage plus avenant. Ainsi, une circulaire gaulliste interne du 1er juillet 1941 n'hésite pas à affirmer que, je cite, « l'URSS a donné des preuves multiples de ses dispositions pacifiques » et, je cite encore, qu'elle a consenti à toute une série d'abandons pour conserver l'amitié allemande. Alors que le temps de l'alliance germano-soviétique se caractérise précisément par une série d'annexions brutales, d'annexions territoriales brutales, mainmises sur une partie de la Pologne et de la Finlande, sur les 3 États baltes, sur la Bessarabie et la Bucovine du Nord. Estimant que la présence de l'Union soviétique dans le camp des Alliés apporte à la France libre, au regard des anglo-saxons, un élément d'équilibre, selon sa propre expression, dont il compte bien se servir, De Gaulle décide, après la rupture des relations diplomatiques entre Vichy et Moscou, d'aller plus loin encore en direction d'un Staline qui, lui, ne se cache pas de conduire la guerre au mieux des intérêts géopolitiques de son pays, comme l'indiquent ses pressions immédiates sur les Britanniques pour obtenir l'ouverture d'un second front à l'ouest. Et Churchill, bien sûr, résiste à ces pressions. Un second front, soit, mais si le Kremlin, parce qu'il a tout à y gagner, le voit le plus à l'ouest possible, dans le nord de la France exactement, dit Staline, Churchill, nous sommes en 1941, Churchill, lui, ne le conçoit que dans la région des Balkans, le ventre mou de l'Europe, selon sa propre expression, afin de limiter autant que faire se peut une éventuelle avance de l'armée rouge à travers le continent. Toute la politique du Britannique s'appuie sur ce principe simple. Faire en sorte que le second front constitue dans un premier temps un soulagement pour l'URSS, que la Grande-Bretagne a évidemment intérêt à voir tenir le plus longtemps possible sous peine d'avoir de nouveau à affronter seule l'Allemagne, et dans un temps ultérieur, faire en sorte que ce second front forme un obstacle à l'impérialisme stalinien. Et dans ce bras de fer gigantesque qui s'engage entre Staline et Churchill, nous sommes en juillet 1941, les deux alliés adversaires, que sont Staline et Churchill, De Gaulle, lui, voit une possibilité d'agir. Encore au Levant, le 25 juillet 1941, et toujours à l'insu de son entourage et a fortiori des Anglais, le chef de la France libre charge Géraud Jouve, délégué de la France libre dans les Balkans, de faire passer dans le plus grand secret à Serge Vinogradov, qu'on retrouvera plus tard, ambassadeur soviétique à Ankara, le message suivant. Le général de Gaulle m'a entretenu de son désir de nouer des relations directes avec le gouvernement soviétique. Il estime que dans la conduite de la guerre, pour le présent et pour l'avenir, cela peut être utile. Fin de citation. L'expression « relation directe » et le fait que ces dernières doublent secrètement celles qu'ont engagées sur son ordre officiellement à Londres Cassin et Dejean avec Maïski montrent qu'il s'agit bien de diplomatie parallèle. Et en effet, cette communication étant faite, rapporte Jouve, le général de Gaulle m'avait recommandé, au cas où elle serait favorablement accueillie, de présenter quelques commentaires, dont j'avais d'ailleurs pris note sous sa dictée et auxquels il semblait particulièrement tenir. Ces commentaires, les voici. Le général de Gaulle estime que la France et la Russie, qui ont entretenu des relations amicales à travers les siècles et qui ont davantage le sens des réalités européennes, peuvent collaborer utilement au cours de la paix.
le général de Gaulle, est convaincu que la victoire est assurée et que la participation à la guerre de l'Union soviétique hâtera le terme de la guerre. Il est évident que la Russie et la France, puissances continentales, n'ont pas forcément les mêmes buts et visées de guerre que les puissances anglo-saxonnes, essentiellement maritimes. Troisième point, entre la France et la Russie, la question des régimes politiques ne doit pas se poser. Au surplus, qui ne voit que cette guerre est une véritable révolution. Fin de citation. Tirant donc argument de ce que les intérêts des puissances continentales, France et Union soviétique, sont différents de ceux des puissances maritimes, Grande-Bretagne et États-Unis, et du fait qu'en tant que puissance européenne, les premières savent mieux que les thalassocraties ce qui convient à l'Europe, De Gaulle propose donc à Staline, en ce mois de juillet 1941, un front commun de leurs deux pays face au projet des anglo-saxons en Europe après la guerre. Et contrairement à Churchill qui, à cette époque, n'envisage qu'une alliance de circonstances avec l'URSS, limitant son soutien à Staline à une aide économique et militaire et refusant, malgré les pressions soviétiques répétées, toute entente politique qui reviendrait à passer l'éponge sur la trahison du pacte germano-soviétique et à légitimer toutes les conquêtes soviétiques qui ont suivi, c'est-à-dire pour reconnaître à l'avenir à l'URSS, pour l'avenir à l'URSS, le droit à un certain nombre de sphères d'influence en Europe, De Gaulle lui propose à Staline un accord politique, et un accord politique secret. Proposition qu'il a sortie d'un double postulat, celui d'abord qu'entre la France libre et l'URSS, la question des régimes politiques ne doit pas se poser, ce qui peut équivaloir aux yeux de Staline à l'engagement de fermer les yeux sur le caractère naturellement expansionniste et subversif du communisme stalinien. Et deuxième postulat, celui enfin de considérer la guerre comme une véritable révolution. Et je pense qu'en employant intentionnellement ce mot propre à teinter agréablement aux oreilles de Staline, De Gaulle semble indiquer au maître du Kremlin qu'il sait, voire qu'il comprend, que les annexions par la force sont pour ce dernier un moyen de faire progresser le communisme, ainsi que l'idée en avait d'ailleurs été déjà popularisée le 2 avril 1939 par un discours de Georges Cognot à la salle Pleyel, idée brutalement concrétisée par la politique d'annexion stalinienne à partir d'août 1939. En cas de réaction positive de Moscou, De Gaulle avait, je cite, expressément recommandé à Jouve de tenir secrète aux oreilles britanniques cette démarche et de lui apporter lui-même la réponse à Beyrouth. Staline ne répondant sans doute pas aussi vite qu'il le souhaite, De Gaulle le relance le 2 août, mais cette fois par la filière officielle de Jean Maïski, et bien sûr sans mettre De Jean au courant de sa propre démarche secrète. En lui faisant demander, je cite, « Quel engagement la Russie souhaiterait-elle recevoir de notre part en échange de la reconnaissance de la France libre par le Kremlin ?» Et sans doute pour donner une chance supplémentaire à sa question, De Gaulle salue publiquement, le 5 août, la magnifique résistance des armées et du peuple russe. Cette fois, Staline réagit. Le 18 août, il fait savoir par l'ambassade soviétique à Londres que De Gaulle doit apporter ses encouragements aux travailleurs français pour maintenir leur résistance et leur patriotisme. En clair, ce soutien politique que De Gaulle doit donner aux communistes français, sommés par le Comintern de déclencher une guerre de partisans derrière les lignes ennemies, revient à l'impliquer dans la logique de l'insurrection nationale et à lui indiquer le PCF comme principal interlocuteur en France, et donc à poser les prémices d'une alliance entre la France libre et un partenaire encore discrédité par sa conduite passée. Je rappelle que le Parti communiste avait été dissous par Daladier en 1939. Le Kremlin reconnaît la France libre le 26 septembre 1941, mais cette acceptation ne va pas toutefois jusqu'à parler de la restauration de l'intégrité de la France. Les anglo-saxons se doutent-ils de quelque chose?
Toujours est-il que De Gaulle cherche aussitôt à les convaincre que l'accord intervenu entre lui et Staline n'entraîne de la part de la France libre, je cite, « aucune autre obligation que celle qui résulte des textes publics, à savoir continuation de la lutte jusqu'à la victoire finale par tous les moyens à notre disposition. » Fin de citation. En réalité, l'étroitesse des liens entre la France libre et le Kremlin devient très vite telle qu'en 1942, en septembre 1942, Staline laissera à De Gaulle le soin de fixer lui-même la nature de la reconnaissance diplomatique qu'il souhaite, jusque et y compris la reconnaissance complète et déjurée d'un gouvernement. C'est donc, pour bien me faire comprendre, la direction de la France libre, c'est-à-dire De Gaulle, qui va rédiger le texte de la reconnaissance soviétique de la France combattante. Le texte de la reconnaissance par Staline soviétique de la France. Entre-temps, les gaullistes auront demandé aux soviétiques de les aider à établir le contact avec les communistes français. Et les soviétiques auront mis comme condition que la France libre se démocratise. De son côté, De Gaulle aura déclaré que la France combattante est l'allié désigné de la Russie nouvelle. Puis il aura lié la libération nationale à l'insurrection nationale et déclaré que le peuple français, je cite, « s'assemble pour une révolution ». De même, on le sait assez peu, il aura envisagé pendant la guerre de s'installer en Union soviétique. Si l'accord officiel du 26 septembre ne comprend aucune autre obligation que celle de la lutte commune, en revanche, l'entente secrète de Gaulle-Staline en génère quelques-unes qui vont amener le général à faire cavalier seul en ce qui concerne notamment la question polonaise et celle du lieu d'ouverture du second front. Les deux questions sont d'ailleurs liées. Dès le 26 septembre 1941, jour de la reconnaissance de la France libre par le Kremlin, Ivan Maïski fait état de la volonté de Staline d'obtenir des alliés l'ouverture d'un second front en France. Sans en indiquer la raison, De Gaulle se dit favorable à ce projet. Au cours de cette même entrevue, De Gaulle dénonce également, en termes virulents, disent les soviétiques, l'incompétence militaire britannique. Est-ce une manière de se démarquer à l'avance du projet churchillien d'un second front dans le ventre mou de l'Europe? C'est possible, car le lendemain, dans le télégramme de remerciement qu'il adresse à Staline, le chef de la France libre écrit que, je cite, « l'URSS apporte au peuple aujourd'hui opprimé la certitude de la libération ». Malgré les précédents baltes et polonais, entre autres, De Gaulle fait donc savoir qu'à ses yeux, l'armée rouge ne saurait être que libératrice. Néanmoins, les soviétiques ne se contentent pas de mots ni d'intentions. Le 27 janvier 1942, quelques jours après que De Gaulle a déclaré publiquement que la France combattante est l'allié désigné de la Russie nouvelle, Maïski lui fait savoir que l'intérêt que Moscou lui porte est proportionnel aux efforts qu'il déploiera pour convaincre les anglo-saxons d'ouvrir ce second front à l'ouest et notamment en France. Nouvelle pression soviétique le 16 février 1942, cette fois sous la forme d'une note disant notamment, je cite, la note est soviétique, 1. En ce moment dans la coalition, la Russie est seule à faire la guerre, elle doit être aidée par ses alliés, seuls ceux qui l'aideront auront le droit de prendre place parmi les vainqueurs. 2. La Grande-Bretagne doit créer un nouveau front au printemps à l'ouest de l'Europe. La France doit l'aider. En 1812, c'est grâce aux guérillas espagnoles que les Russes ont battu Napoléon. 3. Dans la campagne décisive de 1942, la France doit jouer le rôle joué par l'Espagne en 1812. La Yougoslavie déjà lui donne l'exemple. Si elle ne le fait pas, elle sera rayée de la carte des grandes puissances. Le message est clair. Poussés par les Russes, ainsi que l'écrit le général Billotte, les dirigeants de la France libre s'efforcent donc au début de 1942 de convaincre les anglo-saxons
de la capacité de la résistance française, dûment approvisionnée et armée, à perturber la contre-manœuvre allemande, qui tenterait de s'opposer aux premières forces alliées de débarquement. Et cela dès 1943. Et sur la foi de cette certitude, et malgré l'avertissement de Christian Pineau, chef du mouvement Libération Nord, qui lui affirme que la résistance active est composée d'une minorité, l'état-major particulier de De Gaulle établit un projet de plan de débarquement. En avril 1942, le plan est au point. Biot et De Gaulle se partagent les rôles. Le premier le défend devant le général Alan Brooke, chef d'état-major impérial, le second devant Churchill, Harry Hopkins et le général Marshall. Biot écrit « Marshall fut immédiatement séduit par ces propositions, que De Gaulle lui présenta avec toute la force de sa conviction. Et pendant quelque temps, il nous a paru que la libération de la France pourrait commencer en 1943, tant nous savions que Roosevelt suivait toujours les avis militaires de Marshall, et tant nous savions que Churchill devrait s'incliner. Mais précisément, Churchill refuse de s'incliner et soutient l'idée d'un débarquement en Afrique du Nord, base d'une future offensive dans le ventre mou de l'Europe. Le compte-rendu soviétique de l'entretien secret de Gaulle-Molotov du 24 mai 1942 diffère, comme par hasard, du compte-rendu français en ce qu'il mentionne une discussion entre les deux hommes sur la question du second front. De Gaulle, peut-on y lire, a souligné que lui-même et la majorité du peuple français avaient conscience qu'il fallait soutenir les efforts militaires de l'armée rouge et que les gaullistes doivent organiser de grandes actions militaires qui pourront faciliter l'installation des troupes anglo-saxonnes en France et y ouvrir un second front. De Gaulle a dit que personnellement, lors de tous ses entretiens avec les Anglais et les Américains, il défendait cette idée de l'ouverture d'un second front. Avec le débarquement en AFN le 8 novembre 1942, c'est la logique churchillienne qui l'emporte. Un mois plus tard, le 4 décembre, au cours d'un entretien, De Gaulle déclare à l'ambassadeur soviétique Ivan Maïski, je cite, « J'espère que les Russes seront à Berlin avant les Américains ». Cet espoir du chef de la France libre s'inscrit dans le contexte d'euphorie mais aussi de crainte provoqué par l'encerclement de l'armée von Paulus à la suite d'une contre-offensive soviétique. Ivan Maïski écrit en effet dans son journal à la date du 5 février 1943 « Les classes dirigeantes anglaises sont inquiètes. Elles se demandent si les bolcheviks ne vont pas, pour finir, devenir trop forts. Elles sont hantées par la bolchevisation de l'Europe. » Quoi qu'il en soit, cet espoir gaulliste de voir les soviétiques les premiers à Berlin avant les Américains s'oppose directement à la stratégie churchillienne et aussi à celle du général Giraud, telle que ce dernier l'expose à Anfa. Primo, libérer l'Afrique, c'est en bonne voie. Ce doit être terminé au printemps de cette année. Ensuite, sans perdre une seconde, occuper les 3 grandes îles, Sicile, Sardaigne et Corse. Préparer là une base sérieuse, aérienne surtout, pour l'attaque de l'Europe. Dès qu'on sera prêt, débarquer sur la côte italienne, entre Livourne et Gênes, s'emparer de la vallée du Pô, nettoyer le reste de la péninsule italienne et préparer le débouché en Europe sur l'axe Udine-Vienne, appuyé par une aviation basée sur toute l'Italie. D'un seul coup, on atteint ainsi l'Allemagne en pleine vallée du Danube. On isole les Balkans à droite, la France à gauche et on devance les Russes à Vienne, ce qui n'est pas négligeable. Vienne, clé de Berlin. Le clan des partisans d'une offensive danubienne se renforce donc et Moscou en conçoit de l'inquiétude. D'autant que le choix du débarquement allié en Italie confirme l'attaque générale de la forteresse Europe par le sud. D'autant aussi que sur le terrain, en Italie même, les forces franco-britanniques vont totaliser 25 divisions sur 27 et que le tandem Giraud-Churchill envisage parallèlement un débarquement sur la côte dalmate en faisant la liaison avec la résistance yougoslave du général Mihailović, avec qui Giraud
a d'ailleurs établi le contact dès le 11 novembre 1942. Pour Moscou, il s'agit de briser la coalition de ceux qui pensent, comme le dit Churchill, que les péninsules italiennes et balkaniques forment un tout militairement et politiquement. Et comme le répète aussi Churchill, c'est pour des raisons politiques que les soviétiques ne veulent pas d'une action stratégique des Alliés dans les Balkans. Les étapes de la contre-offensive soviétique sont les suivantes. Le 16 juillet 1943, le Kremlin fait savoir à De Gaulle qu'il le soutient dans sa rivalité avec Giraud, jusque-là considéré Giraud comme une force anti-hitlérienne parce qu'il dispose de 300 000 hommes en Algérie. Puis le 20 juin, il l'avertit que la reconnaissance du FLN par l'URSS ne se fera qu'au prix de l'élimination de Giraud. Et le 7 août 1943, Moscou renouvelle sa pression sur De Gaulle en précisant clairement la raison. La capitulation italienne entraînerait la chute des satellites et l'occupation des Balkans pendant l'hiver. Et ainsi, au printemps de 1944, les Alliés se trouveraient à pied d'œuvre pour une invasion de l'Allemagne par l'Autriche, alors que l'armée allemande et l'armée rouge se trouveraient encore aux prises en Pologne. En réponse, le 10 août 1943, 3 jours après, De Gaulle fait dire à Staline que, je cite, « Les Russes n'ont pas à craindre que lui, De Gaulle, établisse un compromis avec Giraud au prix d'une dégradation des rapports franco-soviétiques, car pour lui, l'amitié franco-soviétique est indéfectible et qu'il s'en tiendra toujours à cette position. » Puis le 22 août 1943, De Gaulle fait savoir à Staline qu'il compte se rendre très bientôt à Moscou afin d'y obtenir l'instauration d'une étroite collaboration franco-soviétique, qu'il est probable qu'il se rendra au préalable à Londres et à Washington, mais qu'il ne revêt ses voyages que d'un caractère de défense et qu'il accorde au seul voyage à Moscou une signification très constructive. Enfin, qu'il considère que dans l'Europe d'après-guerre, tout doit relever de la France et de l'URSS. Mais Staline, chez qui la méfiance est une seconde nature, n'atténue pas sa pression. Le 27 septembre 1943, à un nouveau télégramme rappelant que les soviets ne verraient pas volontiers que l'effort principal des armées anglo-saxonnes se dirige vers les Balkans, De Gaulle réagit aussitôt. Ce même 27 septembre, ce même jour en effet, il charge Palevski de répondre au colonel du KGB Avalov. De Gaulle a l'intention de créer un ministère de la Défense auquel Giraud sera subordonné. De Gaulle est certain, convaincu, qu'il réussira rapidement à éloigner Giraud de toute participation au CFLN. Comme il l'a promis aux Soviétiques, De Gaulle évince politiquement Giraud le 11 novembre 1943. L'élimination militaire survient le 4 avril 1944, au moment où Giraud, qui doit être pressenti pour intégrer le Conseil militaire interallié, vient de réussir à imposer au général Maitland Wilson, commandant en chef le théâtre méditerranéen, le plan d'offensive français sur Rome. Élaboré par Juin, ce plan auquel Giraud a donné de l'ampleur va relancer la dynamique alliée car il donne l'initiative aux troupes françaises, les seules à être parvenues jusqu'ici à percer la ligne Gustave. Après la prise de Rome le 4 juin et le débarquement en Normandie le 6, reprenant à leur compte le plan Giraud, le général Juin et les généraux alliés d'Italie, Clark, Wilson, Alexander, plaident tous à leur tour en faveur de l'offensive danubienne, plus rapide et plus directe que le débarquement en Provence, prévu seulement pour le 15 août, c'est-à-dire 2 mois plus tard. Juin écrit à De Gaulle « La défaite allemande se lit sur le terrain. Il y a maintenant 2 thèses, le débarquement au sud de la France prôné par les Américains, l'exploitation vers le Danube prônée par les Britanniques. Le choix des Français est difficile, il s'agit de ne pas se tromper. » Et déjà Churchill a donné l'ordre au 2e corps polonais de s'emparer d'Ancône sur l'Adriatique afin d'obtenir de meilleures conditions de ravitaillement et un accès aux vallées de Lombardie. De Gaulle va-t-il épauler
Churchill, dans cette partie difficile contre Staline et Roosevelt, dont la soviétophilie grandit de jour en jour, en décembre 1942, son espoir de voir les Russes à Berlin avant les Américains n'avait que la force d'un souhait. En cette fin de juin 1944, il en va autrement. De Gaulle a les moyens de peser sur le cours des choses. Comment ? En retirant les divisions françaises du front italien et en démantelant le corps expéditionnaire, ce qu'il fait aussitôt. Juin lui écrit le 16 juillet, fait rare dans l'histoire, on aura vu une direction de guerre, décidée de sang-froid, que la victoire ne serait pas exploitée. L'histoire jugera, et elle ne jugera pas sans ironie, en déplorant que le bon sens français n'ait pu se faire entendre au Conseil interallié. L'attitude du général de Gaulle face à la question polonaise présente aussi des convergences si fortes avec les projets soviétiques concernant la Pologne qu'elle peut apparaître comme la traduction politique des choix militaires de la France libre. Alors que Churchill continue de s'opposer aux prétentions soviétiques et que l'article 5 du traité anglo-soviétique du 26 mai 1942 laisse en suspens la question des frontières orientales de la Pologne, dans le télégramme du 21 juin 1942 qu'il adresse à Roger Garraud, le délégué de la France libre en URSS, de Gaulle reprend à son compte la proposition soviétique de donner à la Pologne une extension à l'ouest. Or, cette proposition n'est pas gratuite dans l'esprit de Staline. Elle ne vise qu'à compenser ce qu'il arrachera à la Pologne à l'est. Et soutenir ce point de vue, c'est donc admettre de facto l'amputation de la Pologne. Le 11 mai 1943, soit moins d'un mois après la révélation du massacre de Katyn, de Gaulle franchit d'ailleurs un pas supplémentaire en faisant valoir à Bogomolov que s'il venait au pouvoir, la France soutiendrait la Russie sur la question de la frontière russo-polonaise dans l'esprit de la ligne Curzon. Et le 6 décembre 1944, à Moscou, où il est venu signer la belle et bonne alliance, c'est son expression, de Gaulle annonce à Staline qu'il se prononce pour l'amputation du territoire polonais à l'est et pour son expansion à l'ouest au détriment de l'Allemagne, afin, dit-il, de créer entre les deux pays un contentieux qui rende impossible toute alliance germano-polonaise dans l'avenir. Il laisse également entendre que l'alliance entre la France et le gouvernement polonais en exil à Londres n'est pas indéfectible. Et pour preuve de ce qu'il avance, il autorise un délégué du comité de Lublin communiste à s'installer à Paris. Ces divers engagements annoncent la suite et la fin. La France sera la première à reconnaître le comité de Lublin, rompant ainsi la solidarité occidentale au moment où s'accomplira le processus d'asservissement de l'Europe centrale par le Kremlin. Et comme toujours avec le chef de la France libre, les symboles accompagneront les actes. Premier symbole, le 16 mars 1945, de Gaulle remplacera Christian Fouché à Varsovie par le pro-soviétique Roger Garraud pour, dixit Catroux, faire un pas vers Staline. Et second symbole, le 3 avril 1945, de Gaulle offrira à Staline de faire frapper à son effigie une médaille en or par l'Hôtel des Monnaies, et cela quelques jours seulement après que, sans consulter les Alliés, le Kremlin aura remis à la Pologne populaire l'administration des provinces allemandes situées à l'est de l'Oder et de la Neisse occidentale, disposant ainsi par un acte unilatéral des territoires soumis à l'autorité collective des vainqueurs. Pour prendre toute la mesure de l'attitude gaullienne à l'égard de la Pologne, il faut se souvenir des multiples témoignages de solidarité que se sont manifestés durant les 2 premières années de la guerre la France libre et le gouvernement polonais en exil à Londres. Solidarité qui s'était d'ailleurs concrétisée par la signature, le 27 octobre 1941, d'un protocole confidentiel établissant, entre autres choses, que les 2 parties contractantes, je cite, sont d'accord pour s'assurer réciproquement l'aide et l'appui les plus efficaces en vue de rétablir la liberté et la grandeur de la France et de la Pologne, et s'engagent à soutenir de faire valoir mutuellement leur but de guerre légitime. C'est donc sur la base de tout ce qui a suivi l'offre du Front commun faite en juillet
1941 par le chef de la France libre et de la bienveillance, le mot est de Roger Garraud, dont il n'a cessé en échange de faire preuve à son égard qu'en avril 1945, Staline tente d'obtenir de De Gaulle qu'il signe un traité d'alliance avec la Pologne des Soviets. Mais De Gaulle, faisant la sourde oreille, les relations entre Paris et Moscou tournent brusquement à l'orage, lequel finit par éclater le 10 septembre suivant avec l'affaire du bloc occidental. Dans son discours de Rennes du 27 juillet 1947, justifiant sa tentative de se concilier les communistes français durant la guerre, le général de Gaulle a dit « J'ai joué ce jeu, je l'ai joué carrément ». Et pour donner une idée de l'ampleur de ce carrément, il a précisé qu'il a joué jusqu'aux limites du licite et du possible. À la lumière des deux points étudiés ici, question du second front et question polonaise, mais également au regard de l'attitude gaulliste envers la question allemande et le traité signé à Moscou le 10 décembre 1944, point que je n'ai pas la place d'aborder dans cette étude, il apparaît que pour se concilier Staline, dont il estimait avoir doublement besoin pour ses rapports avec le PCF et sa prise du pouvoir et avec les Alliés, le général de Gaulle a joué aussi carrément avec les soviétiques qu'avec les communistes français. La question qui se pose étant de savoir si cela lui a été possible parce que, comme l'a écrit Raymond Aron, le général de Gaulle ne comprit jamais la vision du monde ni les ambitions des hôtes du Kremlin, fin de citation, ou au contraire parce que, comme l'a écrit Jean-Pierre Bloch, il n'est pas impossible que de Gaulle ait rêvé d'être pour la France ce que Tito devait être pour la Yougoslavie et de construire le socialisme pourvu qu'il garde le pouvoir. Au début des années 50, l'affaire de la Communauté européenne de défense va ressouder encore plus fortement les relations gaulo-soviétiques et partant, car elles sont liées, les relations gaulo-communistes. Puis viendra l'affaire algérienne. En octobre 1956, en pleine guerre froide, et en ce moment particulièrement fort qui va voir, comme je vous l'ai dit, dans ce même mois d'octobre, à quelques jours d'intervalle, la révolution hongroise et l'affaire de Suez au cours de laquelle Bulganine menacera quand même la France et l'Angleterre du feu nucléaire, prévenir secrètement le Kremlin, parrain et protecteur du FLN, de sa volonté de négocier avec les dirigeants de la rébellion une fois au pouvoir, n'est pas un acte en l'air de la part de De Gaulle, ni, comme je crois l'avoir montré, un acte isolé. Ce qui, selon moi, devrait inciter les historiens, en des temps peut-être moins gaulomaniaques, à prendre acte précisément de l'existence d'une diplomatie secrète et personnelle de Charles de Gaulle que ce dernier a savamment dissimulée, y compris à son entourage direct, derrière une flamboyante rhétorique de la grandeur, et que ces exégètes, malgré les pièces à conviction qui s'accumulent depuis 30 ans, s'obstinent à ignorer. Jusqu'à quand? Sans doute sent-elle un peu le soufre, car elle s'articule sur une connivence active avec un régime peu recommandable. Mais l'histoire est l'histoire. Pour moi, vous l'avez compris, ma religion est faite. Si l'on veut vraiment approcher la réalité de la politique gaulliste, depuis la France libre jusqu'à la fuite à Baden, il faut nécessairement faire le détour par Moscou. Je vous remercie de votre patience. Le micro circule. L'exposé était brillant, nouveau bien sûr dans le contexte actuel et tout ça. Il y a des preuves, c'est argumenté, donc des questions, des remarques, n'hésitez pas. Oui, notre brillant orateur là m'a ouvert une petite fenêtre sur le rôle complexe de Churchill que je pensais aligné sur Roosevelt, Eisenhower, etc. Et qui finalement aurait soutenu la thèse de Patton. La thèse de Patton étant identique à celle du général Giraud.
Et Patton, je vous signale, a été cassé sur le front de Sicile, mis aux arrêts à Londres, et ils ne l'ont ressuscité que devant la crainte d'une mise à la mer du débarquement de Normandie par les blindés allemands. Et donc ils ont redonné une arme blindée à Patton pour qu'il puisse sauver le plan Roosevelt. Alors voilà, l'adhésion de Churchill à la percée du Danube m'a ouvert une fenêtre que j'ignorais. Merci. Oui, je dirais simplement, pour compléter ce que vous dites, je crois en effet que certains généraux ont vu le danger soviétique très tôt et très vite, et qu'ils ont voulu compenser cette avancée de l'armée rouge vers Berlin. Bon, De Gaulle, pour des raisons de politique personnelle sans doute, et parce qu'il avait besoin du Parti communiste pour s'imposer à la libération, a joué un autre jeu. Il est intéressant de noter que tous les généraux qui se sont opposés à cette offensive, à ce second front dans le nord de la France, ou plutôt en Provence ensuite, comme Giraud, comme Patton, ont subi des accidents, et pour certains des attentats, qui sont en réalité des attentats. Et on peut remonter jusqu'à Mihailovitch, qui a été sacrifié aussi sur l'autel de la connivence Roosevelt-Staline, et puis on peut citer aussi Sikorsky. Donc ces 4 officiers généraux qui ont vu le danger soviétique surgir très rapidement, qui ne se faisaient aucune illusion sur Staline, ont progressivement disparu de l'histoire. Quand je dis progressivement, brutalement, ils sont sortis brutalement de l'histoire parce qu'on les en a fait sortir. Voilà. Merci bien. Moi, j'aimerais que vous précisiez aussi l'histoire de Baden-Baden, qui vous est propre. C'est donc, on est en 68. Le général de Gaulle s'envole en hélicoptère. Il disparaît des écrans radars pendant un certain temps. Il va en fait à Baden-Baden rencontrer le général Massu. Donc, qu'est-ce qui se passe à cette entrevue ? Oui, cette entrevue est en effet intéressante. Pourquoi De Gaulle partit à Baden-Baden ? Il faut remonter à 2-3 jours auparavant, à partir du 24, devant le vide du pouvoir, car le pouvoir n'existe plus, tous les ministres ont fui, le Parti communiste décide de monter à l'assaut. Et De Gaulle se retrouve seul, cette fois, face au Parti communiste. Et il demande à Moscou, via Léo Hamon, qui est un ami de Doubinine, qui était le premier secrétaire de l'ambassade soviétique en France, si Moscou le soutient face au Parti communiste dans cette affaire. C'est-à-dire si Moscou freine le Parti communiste. Et comme par hasard, au même moment, à Baden, le maréchal Kochevoï, patron des forces soviétiques en Allemagne de l'Est, rend visite à Massu et développe un discours terrible contre tous les émeutiers, contre les étudiants, etc. Voilà. Et De Gaulle, c'est-à-dire que les soviétiques répondent à De Gaulle, non pas par la voie diplomatique qu'il avait prise, qu'il avait inaugurée, mais par la voie militaire de Kochevoï. Et pourquoi ? Parce que nous sommes en pleine affaire du coup de Prague. Et que, évidemment, Moscou veut un donnant-donnant. On calme le Parti communiste, est ce qu'ils vont faire, et vous pouvez même attaquer le Parti communiste durement, ce que va faire De Gaulle dans son discours du 30 mai pour rassembler la droite, mais en échange, vous minimisez l'affaire du coup de Prague, l'invasion tchécoslovaque. Et il faut bien se souvenir que Michel Debré, ministre des Affaires étrangères, si je me souviens bien à l'époque, a dit que le coup de Prague n'était qu'un accident de parcours. Voilà. Je résume, j'en ai fait tout un livre de 300 pages. Voilà, merci bien. Bon, je pense que c'est important d'avoir tout ça en tête. Une question, oui, Gilles-Marie. Précisément, je ne sais pas encore ce qu'ils en pensent. Je compte bien le leur demander aux historiens polonais, parce qu'ils commencent seulement à étudier cette histoire.
Ils sont encore frappés par l'attitude de Gaulle en 68 et en 69, en 67, pardon, lors de son voyage en Pologne. Hein. Alors pour eux, de Gaulle apparaît un peu comme pas le libérateur, mais l'homme qui veut casser casser l'Empire soviétique non plus, mais l'homme qui conteste l'impérialisme soviétique. Car de Gaulle ayant tout dit et le contraire de tout, à cette époque-là, il a tenu ce discours, notamment à Varsovie. Mais sinon, je ne sais pas exactement où en sont les historiens polonais sur leur approche de Gaulle. Mais je compte bien le savoir. Une question, Maryse. Maryse, ce n'est pas une question. Je vais peut-être vous paraître hors sujet. Je suis beaucoup moins calée que la plupart des intervenants sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des politiques européennes. Ma petite question, si on peut dire, c'est celle-ci. De toutes les images, je parle de photos là, hein, vous savez que je suis passionnée de photos, de toutes les images que j'ai pu voir concernant la Seconde Guerre mondiale, celle qui me touche le plus, mais attention, ne prenez pas le verbe toucher dans le sens émotionnel exactement, c'est Yalta. La photo de Yalta. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelqu'un, mais attention, hein, ne vous trompez pas. Je ne suis pas en train d'accuser les chefs des États qui ont participé et gagné cette Seconde Guerre mondiale, au contraire. Mais je pense que doit ressentir l'absent de la photo en voyant que lui, il n'y est pas à Yalta, que lui n'est pas un des 4 vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale. Son ego a dû en prendre un coup ce jour-là, et je suis bien contente. Voilà. Moi, ce que Réellement, entre nous, il ne mérite pas d'aller à Yalta. C'est la légende gaulliste qui voudrait qu'il ait dû être représenté, se présenter à Yalta. Mais il ne mérite évidemment pas. Je dirais, le rôle de la France est quand même un rôle marginal par rapport au choc des titans qui ont été... Oui, c'est vrai, mais croyez-moi, et j'ai le détail de la conversation entre De Gaulle et Bogomolov à la fin de Yalta, hein, au retour de Bogomolov de Yalta, et De Gaulle lui dit « Le gouvernement français est globalement satisfait des accords de Yalta ». Contrairement à ce que De Gaulle dit dans ses mémoires maintenant, et le document soviétique précise, De Gaulle a répété la phrase 2 fois. Voilà. Marcel, tu veux une petite intervention et après on va clôturer et passer à l'intervention de José. Oui, cela confirme ce que l'amiral nous avait dit, c'était qu'au moment où il a destitué son grand-père et qu'à la question d'un journaliste, De Gaulle a répondu mais la France est commandée, elle a un commandant en chef, c'est Eisenhower. Donc il n'avait pas besoin d'être présent à Yalta. Il était content qu'il y ait Yalta, étant donné que M. Giraud vient de nous dire qu'il avait confié aux représentants de la Russie que c'était parfait. Voilà. Merci, M. Giraud. Merci, Manuel.